Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Mieux-être. Alors, nous sommes dans les Basses-Laurentides aujourd'hui, comme vous pouvez le constater derrière moi, et nous sommes en compagnie de Mario, du grand Mario Pelchat. Alors, pour vous expliquer, pour les Européens et les Français qui ne connaissent pas Mario, ou peu, ou pas assez, Mario Pelchat est depuis plus de 30 ans sur la scène québécoise et sur la scène internationale. On le dit chanteur de charme, mais certainement le chanteur le plus populaire de sa génération, tant son talent n'est plus approuvé, et ce depuis bien longtemps. D'autant que sa passion pour la chanson l'a mené vers le succès très jeune, non sans difficultés humaines et émotionnelles. Cela étant, cela ne l'a pas empêché de réussir. Récipiendaire de plusieurs récompenses, dont interprète masculin de l'année, album de l'année, spectacle de l'année et d'autant de disques d'or et de platine au Canada. Également auteur d'une autobiographie Le Semeur, livre dont nous parlerons à l'Athènes. Mario Pelchat est aussi producteur, il est un touche-à-tout, est un homme particulièrement généreux selon Claire, sa conjointe, dans sa façon de vivre et dans toutes ses croyances et notamment celle d'avoir la foi. Un message sera certainement passé à ce propos dans cette émission. Mario est un grand généreux de la vie, un grand amoureux de la vie, où des messages bouleversants viennent écrire son histoire, au-delà des mots, au-delà du cœur, et ce malgré ces quelques déceptions qui se sont largement effacées depuis. Bonjour Mario et merci d'être avec moi. C'est un honneur. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite dans ce beau cadre magnifique que sont les vignes dont vous êtes le propriétaire. Alors le père. C'est beaucoup de boulot. C'est comme d'être un père de famille finalement. Ouais. Alors, on sait et on a vu passer dans les réseaux sociaux, sur votre site internet, dans les maisons de disques, enfin dans une maison de disques, la vôtre, que vous sortez prochainement un album qui sera dans les bacs le 18 septembre et qui est un prestigieux hommage à Gilbert Bécaud. Mais avant ça, je voudrais savoir... est-ce que le chanteur populaire que vous êtes, est-ce que ce titre vous convient d'abord ? Que le chanteur populaire ? Oui. Parce que vous dites dans un album que vous êtes un homme à qui l'on ressemble. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. C'est que j'ai une vie assez semblable à celle de tout le monde. En fait, mon métier, c'est de chanter. Mon coffre d'outils, c'est ma voix. Mais même si je fais mon métier sérieusement, je ne me prends pas au sérieux. J'ai toujours été assez terre à terre par rapport à ce métier-là. Conscient aussi que c'est tout simplement une chance et un don de Dieu et que c'est un privilège de pouvoir s'exprimer à travers la chanson. Mais d'autres ont le privilège de pouvoir, travailler de leurs mains. Il y a des travailleurs de la construction qui m'impressionnent tout autant et des médecins qui sont beaucoup plus louables de tout le travail qu'ils font. Donc, c'est pour moi un métier tout à fait ordinaire, tout à fait normal. Et je le prends comme quelque chose de normal. C'est pour ça que je me vois pas, je me perçois pas comme quelqu'un de différent. Mon métier est différent des autres parce qu'il est médiatisé, parce qu'il est très en vue, mais ça fait pas de moi quelqu'un de parfait pour autant. J'ai tous les défauts qui viennent avec. Les Québécois vous adorent et ça fait là vous sortez votre 17e album de carrière, c'est énorme. Moi je trouve que votre carrière est un exemple. Je suis peut-être bien ou mal placée pour le dire. C'est beaucoup et peu à la fois. Il y a des chanteuses qui ont fait beaucoup plus en nombre d'albums et en vente de disques aussi. Et ça tend à diminuer toujours parce que le disque disparaît, donc le métier change.
Mais c'est sûr que si on compare à certaines autres carrières, c'est vrai que c'est un beau parcours. On a le parcours qui est le nôtre. En vous fait, avez travaillé dur et ouais, vous avez, fort, ouais. il faut, comme vous dites dans votre livre Le Semeur que j'ai lu avec attention, vous dites il faut aller chercher pour obtenir. Aller chercher, vous dites Pas rester passif en tout voilà, cas. Ouais. faut pas rester passif, il faut y aller. Dans Il toute faut pas chose, hésiter à faire les choses et à les demander, surtout à frapper aux portes. Tout à fait. Il faut passer, oui, parce que si on attend que les choses viennent à nous, ça va pas se passer, ça va pas arriver. Et surtout dans le métier que l'on fait. C'est un métier où est-ce qu'il faut d'abord avoir confiance en soi, une certaine dose de confiance en soi. Moi, j'ai toujours cru que je manquais beaucoup de confiance en moi, mais puisque, en fait, quand je fais le bilan de mon parcours, là, je me rends compte que j'ai été beaucoup plus fonceur que je ne l'imaginais. Et je pense que ça doit faire partie d'une démarche comme celle-là. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour monter sur scène, pour aller voir des producteurs, pour se faire encore entendre, quoi, pour se faire voir. Mais qui dit confiance, tu sais, je pense qu'il faut doser là aussi, parce qu'il y a des gens qui ont trop confiance en eux. Parfois, ça peut être ça peut avoir un caractère trop arrogant, peut-être. Ouais, exactement. Donc, faut pas sombrer dans l'inverse. D'accord. Alors, vous rendez un hommage à Gilbert Bécaud. Pourquoi Gilbert Bécaud? Ben en fait, Gilbert Bécaud est un de ces grands chanteurs français qui ont tourné beaucoup chez nous à la maison quand j'étais petit. Mes parents ont écouté beaucoup la chanson française, autant la chanson française d'ici que la chanson française de France. Et ça a été mes influences musicales. Chez nous, les chanteurs américains, il y a peut-être Elvis Presley qui avait le droit de jouer chez nous, ou Engelbert Humperdinck ou Tom Jones. On remarque que ce sont des chanteurs. Ouais, ce sont des chanteurs à voix. Chanteurs qui avaient de belles voix chaudes et tout ça. C'était les choix de mon père, et de ma mère aussi. Mais comme ils aimaient beaucoup comprendre ce qu'ils écoutaient, c'était surtout la chanson française qui jouait chez nous. Donc, on a écouté énormément Gilbert Bécaud, Jodassin, Brel, Aznavour, et bien sûr Michel Sardou, qui a été, pour moi, le chanteur. On lui fait un petit coucou au passage, et on lui pense à lui. Vraiment un chanteur qui a influencé mon parcours énormément. Et alors justement, on en parlera un peu plus loin dans une anecdote. Vous faites un duo dans cet album avec Garou et Hélène Ségara, enfin 2 duos différents. Racontez-nous d'abord qui a eu l'idée le premier, ou c'est certainement vous, ou peut-être, et Émilie Bécaud aussi, qui fait partie d'un duo. Racontez-nous un petit peu l'expérience de cette aventure. J'avais envie de rendre hommage à Gilbert Bécaud. En fait, je l'ai vu sur scène en 97. Et c'est un privilège. Mes parents étaient de passage à Paris. J'étais en spectacle. C'est une comédie musicale au Théâtre Mogador, qui n'est pas très loin de l'Olympia. Mes parents étaient venus me voir. Et je leur ai fait la surprise de les amener voir Gilbert Bécaud. Et c'est très certainement à la suite de ça que s'est mis à germer dans ma tête l'idée d'un jour reprendre ses chansons. Puis, il est décédé en 2001. Ça va faire 15 ans en 2016. Et je trouve que depuis son décès, ses chansons, on n'en parle plus beaucoup. C'est comme si c'était au purgatoire, et puis que éventuellement on allait l'oublier. Puis je trouve que c'est un sacrilège, parce que avec Aznavour, Michel Legrand, Bécaud est très certainement le chanteur français qui a eu l'une des plus grandes, un grand rayonnement international. J'entends que plusieurs de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson américaine. Bien sûr. On pense à Let It Be Me, It Must Be Him, qui a été popularisé par Shirley Bassey, des chansons qu'il a coécrites avec Neil Diamond, Love on the Rocks, September Morn, What Now My Love que Sinatra a chanté.
que Elvis a chanté, que Barbra Streisand a chanté, Aretha Franklin. Donc, c'est quand même impressionnant son parcours, puis peu de gens le savent ou se sont arrêtés à ça. Donc, et c'est assez rare que ça s'est produit. Le Grand est un de ceux dont les chansons ont été reprises par beaucoup d'interprètes américains. Aznavour, quant à lui, il y a peut-être Ray Charles qui a repris une de ses chansons. Sinon, le reste, c'est lui qui les a popularisés. Donc, c'est assez rare que dans la francophonie, des artistes ont eu ce rayonnement-là. Et j'avais envie de... Mais là, je n'ai pas répondu à votre question. On va y revenir tout de suite. On va faire une petite pause. Okay. On va revenir tout de suite et vous allez... parler de Garou et... Vous allez pouvoir répondre à notre question, à ma question, avec le duo de Garou et Hélène Ségara. On revient tout de suite sur Radio Mieux-être. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez fait un duo avec Garou et Hélène Ségara. Mm-hmm. On devait justement... Et donc, c'est ça, oui. Pour répondre, j'avais commencé à répondre, mais j'ai fait tout un long laïus pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cet hommage à Béco d'abord. Et dans mon désir de rendre hommage à Béco, j'avais envie d'apporter aussi des rencontres. C'est toujours une belle occasion parce que je suis pas le seul qui aime Béco, hein. C'est toujours une belle occasion de rendre hommage à quelqu'un en invitant d'autres artistes qui, eux aussi, ont été influencés par Béco. Et je savais que Garou, qui est un ami depuis 20 ans, aimait beaucoup Gilbert Bécaud. Donc, je l'ai invité à faire un duo avec moi sur la chanson Seul sur son étoile. Et ça fait 20 ans cette année qu'on se connaît, Garou et moi, et qu'on s'était promis un jour d'enregistrer une chanson ensemble. Et puis ça fait 20 ans qu'on attend, puis que l'occasion ne se présente pas. Et donc, il le dit dans la chanson, parce qu'à un moment donné, dans la chanson, ça dit d'un bon copain que l'on attend depuis longtemps, et lui répète depuis 20 ans. Donc, ça a été une belle rencontre à ce niveau-là. On a finalement tenu promesse sur ce duo qu'on avait envie de faire. J'ai invité Hélène Ségara sur la chanson « L'amour est mort », qu'il avait ici au Québec popularisée avec Martine Sinclair. Je me souviens plus de la chanteuse qu'il avait faite avec lui en France, mais j'avais envie de la refaire avec une autre chanteuse. Puis Hélène Ségara est une fille que j'aime beaucoup, que je connais bien. Beaucoup de succès en France. Absolument. Qui est très, qui est très aimée des Français. Très aimée des Français, oui. Absolument. Puis on s'est vu sur scène au théâtre, à la salle Playel à Paris, quand on a fait un hommage pour les 50 ans de Michel Legrand. Et on avait chanté ensemble à ce moment-là. Puis on s'était revus à quelques reprises. Au Liban, on s'est rencontrés à un moment donné aussi, où elle était en concert, puis moi aussi de mon côté. Et je trouvais que c'était le moment idéal pour l'inviter dans cet album. En tout cas, moi, j'ai écouté la bande-annonce du disque, parce que je ne connais pas encore, j'ai pas encore écouté le disque, mais ça ne saurait tarder. Mm-hmm. C'est magnifique interprétation. Ah ben, c'est très gentil. C'est un classique, mais moderne. Ouais. Je dirais les arrangements, la mélodie, l'interprétation, tout y est. Quoi. On a voulu ne pas trop dénaturer les arrangements de Bécaud. En fait, c'est lui qui écrivait ses arrangements. Donc, là aussi, il y avait sa signature et il fallait quand même respecter le son de Gilbert Bécaud. Et puis, j'ai eu le privilège de chanter en duo avec sa fille une chanson qu'il avait créée il y a 15 ans, donc un peu avant sa mort. Une chanson écrite par Luc Plamondon qui s'appelle La fille au tableau. Et malheureusement, on ne l'a pas enregistrée ensemble, Émilie et moi. Ouais, elle a fait ses voix, elle a fait ses voix à Paris, j'ai fait mes voix ici, mais on va se voir bientôt pour le lancement, puisqu'elle sera là au Québec. D'accord. Alors, on aura l'occasion on a hâte d'être au 18 septembre et d'écouter l'intégralité du disque. Alors on va maintenant passer à quelques petites anecdotes de votre carrière. On va parler des années 80, notamment en 82. Vous avez publié votre premier album qui s'appelle « Je suis un chanteur ».
et qui vous a ouvert la voie, je dirais, prometteuse de votre jeune carrière à l'époque. Le premier album, et c'est souvent pour la plupart des artistes la même chose, c'est-à-dire que c'est comme un essai. Je connaissais pas vraiment la direction musicale que j'avais envie de prendre. J'étais pas certain de ce qui était une bonne chanson. J'avais quand même besoin d'années d'apprentissage avant de trouver ma voix, V-O-I-E et V-O-I-X. Et donc, ce premier disque-là, bien qu'il a été composé de certaines grandes chansons qui ont été marquantes et qui ont beaucoup tourné, ça a été quand même rempli par des chansons qui manquaient de substance. Mais n'empêche, je ne renie pas ce premier disque-là parce que ça a été vraiment à travers ce disque-là que j'ai pu faire le troisième, m'améliorer, rencontrer des personnes qui m'ont aidé à trouver une direction musicale finalement. Puis c'est au troisième disque que véritablement, que lui est sorti en 88, là, ma carrière avait véritablement pris son envol. J'avais trouvé les bons auteurs-compositeurs, j'ai commencé à écrire davantage, j'ai fait beaucoup de textes et même des musiques, donc j'ai commencé à prendre confiance en moi puis trouver ma voix à ce moment-là. Et puis en 92, donc vous avez rejoint la maison de disques Sony. Oui. Et vous avez enregistré un album chez eux qui vous consacre définitivement en fait et qui vous propulse encore plus, oui, tout à fait, je dirais, sur la scène internationale. C'est vrai que ça a été l'arrivée chez Sony Music. J'avais connu une période assez douloureuse juste avant, une rupture avec des agents avec qui je travaillais. Ça a été très difficile de me repartir. Et quand j'ai signé chez Sony Music, il y avait toutes sortes de papiers qui me voulaient déjà finis, morts. Puis en arrivant chez eux, ils ont travaillé fort pour me trouver un répertoire fort, une réalisation signée Aldo Nova qui a fait que il y a eu un gros départ. Ça a été comme canon. Et la chanson Pleure dans la pluie, qui a été le premier album sorti chez Sony, ainsi que le duo avec Céline Dion. Voilà, le duo, j'allais y venir, le duo de Céline Dion, qui est extraordinaire et qui a été enregistré en France. En fait, vous avez fait une carrière en France, finalement, entre, je dirais, les scènes et les comédies musicales avec... rappelez-moi, Robert Hossein. Ouais. Et puis, vous avez donc fait ce duo qui a fait le tour du monde. Parlez-nous un petit peu de cette époque-là qui était fructueuse pour vous aussi. Oui, ben Céline et moi, on est arrivés sur la scène musicale en septembre 81 tous les deux. Oui. Elle a sorti son premier 45 tours. On sortait des 45 tours à l'époque. Et moi aussi, en septembre 81. Donc, puis j'ai vu cette petite fille aller que je rencontrais parfois dans les coulisses des télés où est-ce que j'allais. On faisait les mêmes télétons et tout ça. Et je la regardais aller, puis jamais j'aurais cru qu'elle aurait fait la carrière qu'elle a fait. Mais elle était déjà impressionnante, d'une justesse hors du commun, d'une souplesse vocale, et j'étais très amoureux de sa voix. Et on a eu l'occasion en 90, quand j'ai fait ma première grande tournée de spectacle, je l'avais invité à faire avec moi Endless Love, le titre du film Endless Love, qui avait été popularisé par Diana Ross et Lionel Richie. Oui, on avait fait ça sur scène au Théâtre Saint-Denis, elle et moi, puis c'était tellement extraordinaire de vivre ce moment-là, de chanter avec la chanteuse qui m'impressionnait le plus. Mais c'était pas enregistré, c'était pas gravé à jamais. Donc, en joignant les rangs de Sony, c'était l'occasion de faire la grande demande, et puis ils ont accepté tout de suite.
Donc, pour moi, ça a été vraiment un beau moment. Puis la chanson a tourné très fort en France. Et puis, après, après, c'était en 99, c'était une autre année grande aussi, une très grande année pour vous aussi. On est en 99, vous avez ouvert votre premier label Production MP3 Musique, qui marche aussi très bien, dont les artistes sont Nadja, Cindy Daniel, Paul Darèche et les deux frères qui sont qui sont sur la scène depuis les années 90. Moi, j'ai une question à vous poser et peut-être il nous reste un petit peu de temps, donc on va prendre un moment, 2 minutes à peu près, il nous reste pour savoir. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qui incite vos choix dans vos choix musicaux dans les projets que vous avez aujourd'hui. Comment vous choisissez vos artistes? Oh, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur. Ah oui, que des coups de cœur. Je fonctionne que par passion et coup de cœur. Je dois. C'est sûr que je rencontre un paquet d'artistes qui m'impressionnent, que j'aime beaucoup. Mais certains, je ne saurais pas. Et souvent, parfois, on m'approche aussi pour travailler avec moi. Souvent, j'aime ce qu'ils font, mais je ne saurais pas comment les travailler, comment les développer, comment les vendre, à qui ça s'adresse. Alors, le coup de cœur y est, mais parce que ça s'adresse peut-être pas au même créneau que je connais, c'est-à-dire la pop adulte, je préfère ne pas y toucher, laisser ça entre les mains de quelqu'un qui va faire un meilleur boulot que moi. Alors, quand j'ai un coup de cœur, mais que je sais pertinemment à qui ça s'adresse, là, je m'embarque à fond et puis j'ai envie que tout le monde les découvre, quoi. Alors, on va faire une petite pause, là, encore une fois. On va revenir sur ces artistes que vous produisez pour que les gens puissent les écouter par la suite et puis qu'on en sache un peu plus parce qu'on a envie, même s'il y a d'autres anecdotes, succès au Liban, comédie musicale, première partie de Madonna et de Michel Sardou, enfin, on va parler de tout ça encore. On revient tout de suite sur Radio Mieux-être dans l'heure bleue avec Mario Pelcha depuis les vignes de Saint-Joseph-du-Lac. Je vais y arriver, merci. Merci d'être de retour parmi nous dans Radio Mieux-être sur l'heure bleue, dans l'heure bleue avec Mario Pelcha, notre grand et favori Mario Pelcha. Enfin, c'est surtout le mien. J'aime beaucoup Mario. Et je voudrais vous dire que nous sommes actuellement à l'extérieur des studios et qu'on est toujours dans les vignes de la famille Pelcha à Saint-Joseph-du-Lac. Donc nous disions tout à l'heure que nous parlions des artistes que vous produisez et du statut de producteur que vous avez et vous parliez de coup de cœur. Alors parlez-nous un petit peu des deux frères, Nadja, Cindy Daniel, Paul Darèche, qui sont Paul Darèche qui est peut-être beaucoup plus populaire encore que les autres artistes que vous produisez. Quels sont parce que c'est des gens qui ont des voix assez exceptionnelles, c'est des gens qui ont des origines très différentes aussi. Et vous voulez apporter une couleur musicale, une couleur différente de ce qu'a actuellement le Québec en matière de musique. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question de coup de cœur. Donc, le désir au départ n'est pas de absolument apporter quelque chose de nouveau au Québec, mais quand j'entends quelque chose soit de nouveau, soit tout simplement beau, qui me plaît, quoi, j'ai envie, puisque ça me fait cet effet-là, je me dis que ça peut pas faire autrement que de faire le même effet à d'autres personnes aussi. Donc, dans le cas de Paul Darèche, Paul avait déjà sa carrière. Il avait déjà 45 ans de carrière quand j'ai décidé de produire ses disques. La seule différence, c'est que il n'avait pas connu le rayonnement qu'il a aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas dans ce créneau de la musique country de producteurs qui s'efforçaient de faire un travail léché. Et je comprends aussi la difficulté de le faire puisque les radios ne tournaient pas de la musique country.
les médias les boudaient, c'est-à-dire que les télévisions, on ne les recevait pas. Donc, c'était assez difficile. Et comme c'était quand même les vecteurs importants pour se rendre jusqu'au public, ben, si tu n'as pas ces médiums, ces médias, c'est-à-dire, c'est difficile d'avoir les sous pour produire des disques et bien les servir. Je vous interromps une petite minute. On a une petite surprise pour vous. On va vous passer. On parlait d'une personne là en particulier. On va qui nous a envoyé un petit mot pour vous. Bien sûr, Mario, je te dis le mot de Cambronne. Mais te connaissant, je sais pertinemment que cet album sera un petit chef-d'œuvre de qualité. Et je sais aussi que ton interprétation de M. Gilbert Bécaud sera magistrale, comme d'habitude, et à la hauteur du personnage. On ne pouvait pas choisir meilleur interprète pour cet hommage. Wow. Alors, c'était Paul Darèche, votre réaction? Il a une voix, même en parlant, il a sa voix rauque, usée par la cigarette, peut-être, mais qu'il entretient sciemment. Écoute, Paul, moi, je l'ai connu, j'avais 15 ans. Je l'ai vu chanter dans les bars au Lac-Saint-Jean. C'est ma cousine qui me l'a fait découvrir. Et je connaissais pas Paul Darèche du tout, puis ma cousine était amoureuse de lui. Et donc, j'étais allé le voir, et puis j'avais trouvé sa voix. Il y avait quelque chose de blues dans cette voix-là. Il y a quelque chose de soul, et j'étais tombé fan tout de suite, et j'avais acheté ses disques, et puis je connaissais ses chansons. Et ça m'était jamais parti de la tête, toutes ces chansons country. Et c'est comme ça, par hasard, que un jour, j'ai décidé en fait, j'ai produit des disques qui s'appellent « Quand le country dit bonjour », volume 1 et 2. Je l'ai invité sur le volume 2. Et toute l'équipe, les musiciens en studio, tout le monde ont adoré cet homme-là, tellement qu'il y a une vérité qui sort de lui. Et c'est là que j'ai décidé de sortir un disque avec lui tout seul. Et il y a plein de gens dans l'industrie à ce moment-là qui me disaient « Mario, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'album, t'es audacieux, comment tu crois en vendre? C'est du country, c'est difficile. » J'ai dit « On va vendre 150 000. » Et puis, il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. Puis, alors, à ce jour, on est à 135 000. Donc, vous avez pris... D'après moi, on va les faire, les 150 000. Oui, ben, bravo. En tout cas, vous avez pris le risque et ça en valait la peine. Oui, puis il est tellement reconnaissant. C'est un homme qui travaillant, ponctuel. Il est toujours... c'est quelqu'un qui est ultra passionné de son métier. Ça, c'est alors justement, pour parler de passion et de succès, j'enchaîne là-dessus. Vous avez, moi j'ai retenu que vous avez eu un succès phénoménal au Liban et que vous avez aussi fait un succès magnifique aussi pour les premières parties de deux artistes très, très connus qui sont Madonna et Michel Sardou. Mm-hmm. Racontez-nous je me souviens cette plus expérience. Lequel est arrivé en premier. Je crois que c'est Madonna en 93 au Stade olympique. Je venais de signer chez Donald K. Donald en spectacle. Et Donald K. Donald était le producteur qui faisait venir tous les grands concerts au Stade olympique, donc de tous les grands artistes internationaux. Et il y avait Madonna qui devait venir se produire au Stade olympique dans la tournée, le Girly Show, je crois. Et il me dit, qu'est-ce que tu dirais de faire la première partie de Madonna? Je dis, tu rigoles ou quoi, c'est au Stade olympique? Alors, il dit, ben écoute, si t'es partant, il dit, je peux le demander à son équipe. Alors, il avait demandé à son équipe, et puis elle a demandé à m'écouter. Il a fait écouter la chanson Pleure dans la pluie. Elle a accepté. Donc, j'ai fait la première partie. Et je me souviens exactement dans quel état j'étais. J'avais les mains moites, j'étais nerveux, j'étais comme dans un état second. Une nervosité que j'arrivais quand même bien à contrôler, mais tout ça, c'était comme un rêve. C'est passé trop vite. Quand je suis arrivé sur scène, je me rappelle, il y avait 54 000 personnes. C'était hallucinant. Puis je suis sorti de là et j'ai pas croisé Madonna, mais j'ai vu, elle était dans sa limousine qui l'amenait à la scène. Et j'ai vu 5 doigts qui m'envoyaient la main comme ça. Donc, je crois que c'était elle. J'étais beaucoup plus chanceux avec votre père quand j'ai fait sa première partie en 98, je crois.
Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si selon vos notes, c'est ça. Mais... Mes notes, en fait, étant donné que c'est mon père, j'ai pas pris de notes. Alors, je crois que c'est 98 où j'ai fait la première partie de votre papa à Québec. Je l'ai vu sur la scène du Centre Bell aussi, au Capitole de Québec, où je l'ai rencontré. C'était mon idole. Donc, et là, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire sa première partie au Colisée de Québec, là, j'étais beaucoup plus en possession de mes moyens. Et dans l'assistance, il y avait presque... Il devait y avoir la moitié de la salle qui était composée de ma famille, en fait, parce que chez moi, il n'y a pas juste moi qui aime Michel Sardou, il y a toute ma famille aussi. Et tout le monde était là. Donc, c'était un beau moment pour moi, ça. Il va certainement apprécier, je suis sûre. On avait eu l'occasion de message, discuter ensemble oui. après à l'hôtel, on logeait au même hôtel et tout ça. Non, mais c'est sûr que même votre succès au Liban, c'est incroyable quand même, c'est rare. C'est assez rare, oui. D'aller au Liban comme ça devant des milliers de personnes. Et surtout sans avoir initié l'offensive sur ce territoire-là. C'est-à-dire que quand on fait un album et qu'on signe avec une maison de disques en France, par exemple, et qu'il y a un travail qui est fait et qui est toute une équipe de relations de presse qui est là, qui s'occupe à ce que ta carrière soit bien promue, quoi. On s'attend à ce que, il y a éventuellement un succès. Mais le Liban, c'est arrivé comme ça par hasard. C'est des Libanais d'ici qui ont amené mes chansons chez eux, qui se sont retrouvés à la radio. C'est devenu des succès. Puis là, on m'a invité, puis je suis arrivé là-bas, j'étais estomaqué de voir que les gens me connaissaient à ce point-là. Merci en tout cas pour ce témoignage. Vous parlez aussi dans vos anecdotes de la comédie musicale. Vous en avez en fait fait 4, et notamment avec celle avec Robert Hossein qui est la plus marquante, notamment dans Notre-Dame de Paris. Entre autres. J'ai fait Don Juan, les 10 commandements voilà. aussi. La plus marquante, effectivement, c'est celle avec Robert Hossein, parce que c'était la première fois que je jouais. C'était la première fois où on me faisait confiance, où on me donnait un rôle, le premier rôle, celui de Picasso. Puis pour moi, c'était oui, parce que Picasso était quelqu'un de plus petit. Alors ils ont mis des femmes grandes autour de moi pour que j'aille l'air plus petit sur scène. Mais il trouvait qu'on se ressemblait beaucoup physiquement. Picasso, dans sa jeune vie, c'est vrai qu'il avait des traits semblables aux miens. Et on avait quand même là aussi des similitudes, parce que je fais de la peinture aussi, du dessin. Et la première toile que j'ai peinte quand j'étais petit, c'était Paul en Arlequin de Picasso. J'avais fait une reproduction de Paul en Arlequin de Picasso. Il n'y a pas de coïncidence. Bizarre, assez bizarre. Puis je suis né le 1er février, et la première exposition de Picasso, c'était aux Quatre Chats, le 1er février, au début de 1900, je me souviens plus de l'année exacte, mais c'était le jour de mon anniversaire, sa première exposition. Donc, il y avait plein de trucs comme ça que je trouvais, je disais, il y a trop de similitudes. Puis donc, j'ai appris énormément avec Hossein. Le jeu, le fait de travailler aussi les mains libres. J'étais habitué de chanter avec toujours un micro à la main. Là, le micro était camouflé sur la tête. Puis là, on avait les 2 bras libres. Puis il fallait faire quelque chose avec ces bras-là. Alors, il fallait vivre, il fallait être dans l'émotion et tout ça. Et j'ai adoré ça. Et après, quand j'ai fait les autres comédies musicales, ça a été un plaisir extraordinaire. Merci, on va faire une pause à nouveau tout de suite dans Radio Mieux-être, dans l'heure bleue, toujours, avec Mario Pelchat. On se retrouve tout de suite avec notre chroniqueur spécial, chaque semaine qui est avec nous, Alexandre Aubry, tout de suite avec nous. Nous revenons, merci à tous de nous suivre. Merci à tous d'être de retour sur Radio Mieux-être dans l'heure bleue avec notre invité Mario Pelchat et notre chroniqueur préféré en astrologie, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Bonjour Cynthia, merci. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qui attend à Mario ces prochains mois
en matière sortie d'un disque? Non, mais des bonnes choses, forcément. Si je parle de travail, il va me dire c'est normal. Il n'y a que ça dans sa vie ou presque. Oui. Mais justement, aussi on se parlait un petit peu hors d'onde, et le mot croire en l'astrologie n'est pas dans le vocabulaire de Mario. Mais je respecte ça à 100%, puisque moi, de toute façon, je dis, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les planètes continuent de tourner dans le ciel de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Et on avance au même rythme que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Alors voilà, c'est comme ça que j'interprète cette façon-là d'avancer. Et de toute façon, Mario, vous ne vous posez pas de questions existentielles à ce point-là dans la vie. Je m'en pose. C'est ce qui m'a amené à la spiritualité. Oui, tout à fait, mais l'important est d'avancer. Exactement. Voilà. C'est ce qui me saute aux yeux de votre carte du ciel. C'est quelqu'un dans l'action. C'est la question de se poser des questions, n'en plus finir. Ça ne vaut pas la peine. Il faut avancer. Il faut que ça bouge. Il faut réaliser des choses. Et voilà. Et c'est ça qui est vraiment assez fascinant et des plus... remarquable. Et c'est aussi ce qui amène, dans le fond, de l'eau au moulin. Une vie qui est satisfaisante, qui permet d'être comblée autant matériellement que spirituellement. Parce que c'est important de se sentir comblé à tous les égards. Mm-hmm. Et vous avez ça dans votre carte du ciel, que c'est important de se sentir, c'est ça, où la nature, la vie, tout est généreux à votre endroit. Et dans le fond, la carrière que vous avez connue, bien qu'il y a eu des hauts et des bas, on a senti des fois beaucoup de pression, mais un Verseau, c'est normal, le stress est omniprésent chez lui. Il se doit de vivre avec le stress. Il n'a pas d'autre option dans la vie. Et je dirais, même si vous avez aussi ouvert vers d'autres avenues, notamment l'agriculture, le stress fait encore partie de cette réalité-là et ça va toujours faire partie. Je dirais qu'actuellement, on a davantage une position où c'est le mot négociation qui semble peut-être un petit peu compliqué. Depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, là, l'aspect négociation, l'entente avec les gens, il y a peut-être des petites frustrations qui peuvent se faire sentir et on est encore dans cette dynamique-là pour quelques mois. Là. Disons, on va attendre que l'été prochain arrive et tout va se placer. Peut-être, je vais souhaiter pour votre vigne que ce soit une année magnifiquement record et justement, vous allez avoir à tirer la couverture de votre côté entièrement. Alors, au moins, ça sera terminé le stress par rapport à des négociations. Ça pourrait être aussi avec la musique, bien entendu. Mais une chose est sûre, il y a bien de la négociation encore dans l'air pour un bon 8-10 mois. Et peut-être un petit peu d'angoisse là-dedans. Mais tout ça va s'estomper. On va placer les bases. Il y a quelque chose d'assez immense. Je sais qu'on en a discuté un petit peu tantôt par rapport à de l'immobilier, mais ça peut être aussi en lien avec la carrière artistique. Là. Mais il y a des bases très solides qui sont en train de se placer, qui va vous amener à être, je veux dire, votre réputation, notoriété est déjà bien installée, déjà bien établie, mais il y a d'autres choses qui se trament. Il y a d'autres choses qui se placent. Le producteur en vous a déjà connu beaucoup de succès, mais il y a quelque chose encore de plus fort et plus gros qui je sais, qui est en train de se préparer. Vous avez étudié beaucoup dans les 2 dernières années à ce sujet-là. Mmh. Et ça va se placer. D'ici l'an prochain, on place les fondations et le succès par rapport à un côté très public de ce qui va se passer, va prendre une forme, je dirais, qu'on s'y attend pas pour l'instant. Là. Okay. Peut-être que vous le savez, vous avez une bonne idée, mais nous, le public, on le sait pas encore. Mais je me dis, encore peut-être un petit 2 ans de préparation et tout ça va germer de façon extraordinaire à travers les médias. Mais non, effectivement, il s'agit d'une période où il faut juste préparer, dans le fond, ce qui s'en vient. Et là, dans le court terme, c'est les négociations qui vont être un petit peu compliquées. Je sais pas s'il y a déjà un peu de stress à ce sujet-là en ce moment. Ah oui. C'est constant. Mais dans ma vie, c'est constant, on dirait. Par rapport au Verseau, il y a toujours un peu beaucoup de négociations, que ce soit dans mon métier de la musique principale, mon métier principal, j'entends, et ce nouveau métier de l'agriculture, il y a de la négociation, il va sans dire, mais c'est parce que dès lors qu'on investit beaucoup, oui, il faut négocier. Il y a tout cet aspect de négociation aussi. Puis le côté artiste que vous êtes, vous l'avez dit tantôt en entrevue, peintre aussi, et définitivement qu'il y a
à l'intérieur de vous, c'est ça, un artiste multidisciplinaire et possiblement fera partie multiples disciplines dans vos projets qui s'en viennent. C'est comme si, en tant que Verseau, vous ne pouvez pas être qu'une seule et même identité. Il faut être très vaste. Dans le fond, le Verseau est associé en mythologie à Ganymède, qui est le seul être humain qui a eu droit à accéder à l'Olympe, dans le fond, à entrer au ciel et à aller côtoyer les dieux. Et de cet environnement, il a pu voir l'humanité de haut et se dire et comprendre qu'est-ce qu'elle avait besoin, et de bien déterminer quel était le chemin de A jusqu'au point, du point A jusqu'au point B. Et c'est ça, dans le fond, être Verseau. C'est de bien cerner l'ensemble de toutes choses et de placer sa vie, la vie des autres, l'ensemble de la société, à une image que l'on croit être la meilleure, puisqu'on a pu voir de haut. Alors, c'est ce que vous êtes, Mario. Vous êtes quelqu'un qui... Est-ce que je suis Verseau, ascendant Verseau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui donne le côté très dynamique. Il faut que ça bouge. Il faut pas que ça stagne. Je veux dire, vous avez besoin que les choses soient en perpétuel mouvement, mais c'est ce qui anime aussi tout l'intérêt artistique à l'intérieur de vous, c'est d'être dans l'action. Mais en même temps, un travailleur acharné aussi. J'ai appris de mes patriarches. Oui. Mon père, mes grands-pères, Oui. mes grands-mères aussi. Oui, alors on va arrêter, je pense qu'on va s'arrêter là, Alexandre, pour aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous mets en contact. Vous êtes en contact tous les deux, donc échangez-vous vos coordonnées pour avoir la suite, pour la suite de la carte du ciel. On revient tout de suite, je reviens tout de suite dans l'heure bleue. Merci Alexandre, qu'on retrouve chaque semaine dans mon émission l'heure bleue à 15h et tous les matins de 9h à 10h sur les signes par signe, et tous les vendredis de 11h à midi en ligne ouverte, on peut me poser la question que l'on veut. Voilà, merci Alexandre, à la semaine prochaine. On continue avec Mario Pelcha pour la suite et la fin de cette émission dans l'heure bleue. Alors on disait tout à l'heure, d'abord merci à Alexandre Aubry qui vous a fait une belle carte du ciel. Il y a des choses prometteuses qui arrivent, c'est bien, c'est formidable même. On vous souhaite tous les succès. Bon, on le souhaite tous. Je pense que c'est tout le monde le mérite, je pense certainement. C'est légitime, tout le monde rêve que tous ces projets aboutissent enfin à quelque chose de bien. Puis c'est ce qu'il semblait dire. Exactement. C'est rassurant. Alors on va, malheureusement on approche de la fin de l'émission. On va reparler de votre album qui sort le 18 septembre 2015 chez MP3 Musique. MP3 Disque. MP3 Disque, pardon. Pour la fin de cette émission, on va terminer et rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs que l'album sera disponible le 18 septembre. Il s'appelle « Et maintenant Beko », tout simplement. Oui. Et je porte la cravate à pois fièrement parce que Beko, quand il était petit, vers l'âge de 15 ans, il avait voulu travailler dans un piano-bar en plein cœur de Paris et il était allé pour auditionner avec sa maman. Et parce qu'il ne portait pas de cravate, le propriétaire de l'établissement n'avait pas voulu le laisser auditionner. Alors ils sont sortis, sa mère portait une robe à pois cette journée-là. Elle lui a fait une cravate, un semblant de cravate. Ils sont revenus dans l'établissement et il a pu auditionner, il a été engagé sur le champ. Et donc, en hommage à sa mère et en guise de souvenir de cet événement-là, il a porté la cravate à pois toute sa vie. C'est pour ça que je porte la cravate à pois. Extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On va terminer sur une chanson que vous aimez particulièrement, qui est Et si demain ? Et si demain de Michel Legrand. Ah oui. On va terminer là-dessus en vous souhaitant tous les succès. Et je sais que c'est une chanson qui vous tient à cœur et qui vous est particulièrement
C'est une chanson que j'aime Oui, beaucoup. vous aimez beaucoup. Qu'il a interprétée avec Nana Mouskouri. Oui, tout à fait. Et donc, on va laisser nos auditeurs sur cette note-là. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Mieux-être et dans l'heure bleue. On vous dit à la semaine prochaine et à très bientôt sur les ondes de Radio Mieux-être.